Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast, et évidemment aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag Kiosque. Voici tout de suite le sommaire. 1 million d'espèces menacées d'extinction selon des experts de l'ONU sur la biodiversité. Le chiffre fait froid dans le dos. Comment enrayer la disparition de la nature? Les spécialistes espèrent un sursaut des politiques et des citoyens. La désobéissance civile peut-elle sauver l'environnement? La guerre du pétrole signe-t-elle son retour coup sur coup? Les États-Unis de Donald Trump décrètent un embargo pétrolier contre le Venezuela et l'Iran. L'arme pétrolière a-t-elle encore de beaux jours devant elle? Le pétrole flambe sur les marchés depuis plusieurs semaines. Peut-on aujourd'hui s'en passer? Peut-on encore parler de démocratie en Turquie? L'élection du maire d'Istanbul, perdue par le parti de l'hyper-président Erdogan, est annulée. Nouveau scrutin le 23 juin. Un pari risqué face à une opposition galvanisée par ce tour de passe-passe. Le vainqueur invalidé, Ekrem İmamoğlu, est-il le nouveau visage de l'opposition? Et on en parle tout de suite avec nos kiosqueurs. Les voici. Serge Anderlin, reporter indépendant basé en Suisse. Vous avez publié plusieurs livres sur les questions énergétiques. Dernier en date, Volt, la voiture électrique sauvera-t-elle le monde, aux éditions du Seuil. Vous avez été correspondant en Europe orientale, en Russie et à Londres pour plusieurs publications francophones. Sylvie Brunel, géographe et économiste, spécialisée dans les questions de développement durable. Votre dernier essai, Toutes ces idées qui nous gâchent la vie, est paru il y a 15 jours aux éditions Lattès. Depuis 2007, vous êtes professeur en géographie à la Sorbonne. Vous dirigez un master professionnel consacré aux pays du Sud face au développement durable. Yann Mince, rédacteur en chef de la rubrique internationale du magazine français Alternatives économiques, essayiste également, vous êtes l'auteur de 30 questions pour comprendre les tensions dans le monde musulman aux éditions Les Petits Matins. Enfin, Nicolas Willems, responsable éditorial Monde pour la RTBF, la radio-télévision belge. Vous suivez particulièrement l'actualité aux États-Unis et en Chine. Et puis, nous retrouverons tout à l'heure, depuis Istanbul, Mine Kirikanat, éditorialiste au grand quotidien turc Cumhuriyet. Merci à vous quatre d'être ici en plateau pour faire un tour de l'actualité, nous livrer votre analyse. Pour la première fois, un rapport exhaustif dresse un état des lieux mondial de la biodiversité. Les experts de l'ONU articulent des statistiques effrayantes. Les 3/4 de l'environnement terrestre, 40% des mers et océans et la moitié des courants aquatiques sont menacés. Au total, 1 million d'espèces sont en danger d'extinction. Sous nos pieds, la terre promise, patrimoine de nos enfants. Petit à petit, agonise, nul ne s'en soucie. Et pourtant, les espèces devenues rares sont en voie de disparition. Et la laideur chante victoire sous le plastique et le béton. La terre meurt, l'homme s'en fout. Il vit sa vie, un point c'est tout. Il met à son gré, à son goût, le monde sans dessus-dessous. La terre meurt. Où allons-nous? En 2017 déjà, Charles Aznavour chantait La Terre meurt. On aurait pu citer aussi Léo Ferré avec Le temps du plastique en 1956. Le constat donc n'est pas nouveau. Mais cette semaine, le rapport rendu par des experts de l'ONU est très alarmant. L'activité humaine provoque un effondrement sans précédent de la biodiversité. 1 million d'espèces sont menacées. Votre réaction à vous déjà, Yann, en voyant tomber cette information en début de semaine? Ce qui est effrayant, c'est la vitesse. Ce n'est pas tellement le nombre d'espèces menacées, c'est la vitesse à laquelle ces espèces sont menacées. On accélère la destruction de notre environnement. Alors, il ne faut pas encore désespérer. Je pense qu'il ne faut pas non plus paniquer les gens. Sinon, on a des réactions de gens qui disent après rien à faire, c'est pas la peine, laissons tomber. Non, il y a des choses à faire. Mais la prise de conscience maintenant est possible parce qu'on mesure. Pendant longtemps, on n'a pas mesuré ce genre de choses. Comme pendant longtemps, on n'a pas mesuré les effets du réchauffement climatique. On n'a pas regardé. Là, maintenant, on sait, on peut agir. Il ne faut pas désespérer, mais c'est vrai que ça va vite. Serge? C'est vrai que c'est une litanie de mauvaises nouvelles. On a l'impression qu'on en prend tous les trimestres, des nouvelles études, des nouvelles statistiques. À chaque fois, c'est pire. Et comme vous venez de le dire, il y a en fait une photo qui est faite maintenant du désastre qu'on nous annonce depuis 20 ans. Donc on est au-delà du stade du débat, déni ou non déni, réchauffement par réchauffement, dérèglement par dérèglement. Je pense qu'on est en train de vivre cette catastrophe en direct. Alors, pour ne pas désespérer les gens,
faut leur laisser une porte de sortie, nous laisser une porte de sortie. Donc, je pense imaginer qu'on puisse trouver des solutions. Maintenant, j'avoue que ce rapport de mardi, moi, ça m'a laissé sans voix. Tellement les chiffres sont sans échelle, tellement c'est grand. Peut-être votre réaction les à vous chiffres aussi. sont alarmants et comme pour le climat, on est en train de signer des sonnettes d'alarme régulièrement. On a beau avoir des réunions qui se déroulent régulièrement par rapport à ça, on est tous alertés, mais pas grand-chose ne change dans les faits. Les politiques sont alertés, mais c'est vrai que dans le fond, la vraie réflexion est de savoir quel modèle de croissance, quel modèle de consommation nous avons aussi mis en place, nous pouvons mettre en place pour régler ce problème. Sylvie, dans votre livre, Toutes ces idées qui nous gâchent la vie, vous dénoncez un discours écologiste dominant qui est déconnecté des réalités. Est-ce que c'est le cas aussi de ce rapport? Est-ce que ça rentre dans cette catégorie? Bon, alors bien sûr, sur la biodiversité, il serait stupide de nier qu'un certain nombre de territoires sont dégradés. Ce que nous disait déjà l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire de 2005 qu'avait sorti l'ONU. Mais aujourd'hui, la plateforme pour la biodiversité, il faut bien comprendre qu'elle est aussi dans une stratégie d'affirmation de soi face au GIEC, qui est son équivalent pour le climat. Donc ces institutions onusiennes, elles sont obligées de faire du catastrophisme si elles veulent recueillir des crédits et si elles veulent avoir une visibilité médiatique. Maintenant, je pense qu'il faut relativiser. Il faut relativiser pour plusieurs raisons. D'abord parce que la biodiversité, c'est un mot valise et vous avez une infinité d'espèces. On en a environ 15 millions et évidemment, on peut trouver des espèces qui sont en voie de disparition. En même temps, quand on regarde quel est le référentiel de la biodiversité, on se rend compte que c'est la liste rouge de l'Union mondiale de la nature des années 1964 qui identifiait déjà des espèces qui étaient menacées. Or, sur ces espèces, ce dont on se rend compte, on dit 1/4 des mammifères sont en danger. Sur cette liste, les 3/4, du coup, ont pu être sauvés. 1/4 des oiseaux, mais les 3/4 des oiseaux ont pu être préservés. Ça veut dire que chaque fois que l'homme en fait une priorité, il sauve des espèces, il arrive à les arracher à l'extinction. On l'a vu avec le kiwi de Nouvelle-Zélande, on le voit avec... Donc ça veut dire que là, il faudrait qu'il y ait une réelle volonté aussi pour renverser Alors ça dépend. la vapeur? Ça dépend parce que si la réponse c'est de sanctuariser, comme on le dit, on va mettre plus de territoires sous cloche. La question c'est qu'est-ce qu'on sanctuarise et contre qui ? Par exemple, dans les îles tropicales ou dans les forêts africaines, on se rend compte, par exemple, qu'il y a des tensions très fortes entre le WWF qui veut sanctuariser la forêt tropicale et Survival International qui dit « Attention, ça se fait contre les pygmées, ça se fait contre les sociétés paysannes ». Par ailleurs, vous avez de la bonne et de la mauvaise biodiversité parce que quand on voit proliférer les rats à Paris, les cafards ou partout où la nature reprend le dessus, globalement, à la fois des bons animaux, mais aussi beaucoup de vermines. On le voit bien avec les grandes endémies mondiales. Eh bien, l'homme a un rôle régulateur. Et à mon sens, il vaut beaucoup mieux s'appuyer sur les sociétés humaines qui peuvent être aussi créatrices de biodiversité. On le voit, par exemple, dans l'agriculture. On peut être créateur de biodiversité nourricière que d'opposer une nature qui serait forcément bienveillante et un homme qui serait forcément malveillant. Yann. Le problème de ça, c'est que la pratique de l'agro-industrie n'est pas très, très favorable à la biodiversité. Et que je veux bien qu'effectivement, certes, on puisse, avec l'agriculture, favoriser la biodiversité, mais en pratique, ce qu'on voit, c'est qu'on ne la favorise pas vraiment. Et tout ce problème de l'artificialisation des sols, le fait qu'on fait des monocultures pour pouvoir, soja notamment, pour faire de la viande, etc., sur des quantités énormes, ça veut dire qu'on tue la diversité. Donc je veux bien que ce soit possible, mais la question c'est, est-ce qu'on le fait ? Et je n'ai pas l'impression qu'on soit vraiment sur cette route-là. Alors, vous savez bien qu'il y a des labels aujourd'hui, des certifications, même sur l'huile de palme, vous avez des labels de durabilité environnementale et sociale, parce qu'il faut ne pas oublier les populations qu'on voit en Asie de l'Est, qu'on voit en Afrique. On peut travailler sur la crevetticulture durable à Madagascar. On voit quand même que chaque fois qu'on s'en donne les moyens, eh bien, je vais vous donner un exemple. La question, c'est l'échelle. Est-ce qu'on est à une échelle suffisante pour en régler le phénomène ? Qu'on puisse le faire, c'est une chose, mais qu'on puisse le faire dans un petit coin. Extinction de masse. Est-ce qu'on est à la hauteur ? Est-ce que l'action est à la hauteur du péril, du danger, de la menace ? Et on parle de la 6e extinction de masse. Est-ce que cette idée-là fait consensus ? Pour moi, non, parce que je pense qu'on ne peut pas comparer ce qui se passe aujourd'hui où l'on a des territoires effectivement qui sont dégradés, qui sont abîmés, et puis d'autres territoires, on le voit bien par exemple en Europe, où on va dans la Roure, dans le nord de la France, en Camargue, travailler justement pour recréer de la biodiversité. Quand vous allez en Camargue aujourd'hui, vous voyez arriver des ibis sacrés, tout un tas d'espèces. Et puis, il y a aussi, dans un certain nombre d'îles tropicales notamment, des stratégies de triage qui sont extrêmement choquantes, c'est-à-dire qu'on va différencier les
espèces dites endogènes aux espèces dites halogènes. Aux Seychelles, par exemple, on massacre le perroquet rouge de Madagascar. Donc il faut faire très attention. L'homme s'arroge tous les droits, vous avez raison, mais il peut aussi faire le meilleur. Et parfois, on crée des aires, par exemple des aires marines protégées. On est tous d'accord, il faut sauver le corail, il faut sauver les poissons, etc. Mais on se rend compte que derrière, le vrai enjeu, c'est les nodules polymétalliques. Ou dans l'Arctique, quand on crée des grandes aires pour sauvegarder l'ours blanc, c'est l'accès au pétrole et au gaz. Donc il faut bien démêler toute l'instrumentalisation de la biodiversité qui est aujourd'hui à l'œuvre. Cette instrumentalisation, vous êtes sur des questions énergétiques, Non, mais même sur la biodiversité, concrètement, on a un exemple en Europe d'un endroit où elle n'est pas du tout respectée, c'est la Pologne. Donc moi, j'aurais tendance à lier ça avec les gouvernements. C'est-à-dire quand il y a une volonté politique, il y a de l'action. Quand il y a du consensus, il y a de l'action. En Pologne, vous avez un gouvernement qui aujourd'hui ne joue absolument pas la carte européenne à bien des égards, un gouvernement populiste, et qui vient de déclasser sa forêt primaire, la plus vieille d'Europe, qui est à la frontière de la Biélorussie, pour en fait en faire de l'exploitation forestière. C'est un crime écologique absolu. On en parle, Bruxelles est au courant, on proteste, les journaux intelligents, il y en a quand même encore quelques-uns, font des articles informés pour dire qu'il faudrait arrêter, et ça continue. Donc on a un exemple sous les yeux, il n'est pas en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou dans un sanctuaire marin inatteignable, il est à 1h15 de route de Varsovie. Ce rapport donc, a en tout cas une ambition, c'est celui de créer un électrochoc, aussi de proposer des solutions aux politiques, mais est-ce que les politiques peuvent les entendre ? La difficulté, c'est d'une part, comme on l'a dit, tout dépend du gouvernement mis en place. Tout dépend aussi de questions qui sont beaucoup plus larges que ce que peut décider un homme politique tout seul. C'est tout interrelié. Et donc, comme on le disait aussi, il y a toute une réflexion sur le modèle de croissance, le modèle de consommation, l'agriculture qu'on veut. Quel type d'agriculture ? En effet, les monocultures, est-ce qu'il faut réellement spécialiser chaque continent sur un type de culture ? Est-ce qu'il ne faut pas revenir à une culture plus locale ? C'est un type de réflexion qui est beaucoup plus large que ce que peut décider un État, un dirigeant. Je pense que c'est une question européenne. C'est une question qui peut être très importante au niveau européen, mais même au niveau de l'OMC. Et pour l'instant, ce n'est pas dans cette direction-là que ces organismes vont. D'ailleurs, on voit, moi j'ai l'impression que, au point de vue politique, comme on n'y arrive pas, d'ailleurs, en gros, dans les pays démocratiques, on est élu pour 4 ans ou 5 ans. Les questions dont on parle, c'est pas à 4 ans ou à 5 ans, c'est beaucoup plus loin. Donc d'un point de vue d'un politique qui cherche un électeur pour se faire élire, il ne va pas lui parler de ça. Ça l'engage sur un terme qui est beaucoup plus long que ce qu'il vise. Par contre, on assiste à un début, mais je le mets vraiment entre guillemets, d'insurrection avec, c'est pas une ONG, c'est ce mouvement qui s'appelle Extinction Rebellion, j'ai le nom là sous les yeux, Extinction, ça m'y fait penser, où on voit que, alors là, c'est des gens plutôt à l'extrême gauche pour l'instant, et pas que, un peu partout, au Royaume-Uni, ailleurs en Europe. La désobéissance. Ben voilà, il y a quelque chose qui est en train, honnêtement, comme ça, instinctivement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, de naître. Quel rôle ça occupera ? Est-ce que ça va avoir un impact sur les politiques ? Je ne sais pas, mais je le remarque. Yann et Sylvie ensuite, et c'est intéressant cette histoire de prise de conscience des citoyens. La question du terme auquel décide l'homme politique est importante. Même oublions les questions électorales, oublions la volonté de se faire réélire d'un homme politique. Les priorités immédiates des électeurs, c'est quoi ? C'est l'emploi et le pouvoir d'achat. Ce sont des choses qui rentrent à cause des modèles de production régulièrement en contradiction avec la lutte pour la préservation de la biodiversité. Et on le voit bien, le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas un mouvement où il y a eu beaucoup de revendications sur les questions environnementales. On était pouvoir d'achat, transport, logement, etc. Or, les électeurs, et singulièrement en France, sont attachés à un modèle d'habitat qui est celui du pavillon, qui est alors vraiment à l'encontre de tout ce qu'on dit sur la biodiversité. Avant de vous donner la parole, il y a quand même l'exemple belge sur cette question-là, puisque là, vous parliez des Gilets jaunes de la France. En Belgique, on voit que les jeunes se mobilisent dans la rue. On voit qu'il y aura dimanche encore une nouvelle marche pour le climat. Des élections dans 2 semaines, il y a un véritable enjeu. Les citoyens sont aussi porteurs de ce message-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les futurs citoyens. Tout est parti de la jeunesse, et c'est même ça qui est interpellant. Ce sont les jeunes générations qui disent aux parents, à leurs grands-parents, écoutez, vous nous avez peut-être un petit peu négligés, mais nous, on se prend en charge et on alerte, on avertit finalement du danger que peuvent être les dérives écologiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, ça s'intègre aussi dans le débat. Actuellement, on a des élections le 26 mai, qui sont des européennes, mais aussi des élections fédérales et régionales. Et lors de ces élections, on voit une augmentation des partis verts, du côté francophone, le parti écolo, et le parti Groen du côté flamand. Et du côté aussi des autres partis politiques, il y a vraiment un clivage très important par rapport à ça, par rapport à ces questions, notamment la NVA, le parti nationaliste flamand, qui, eux, pointent du doigt ces jeunes générations qui manifestent dans les rues en disant mais non, ils doivent aller à l'école, et ils ne doivent pas manifester à ce moment-là. On se rend compte que le parti libéral francophone, lui aussi, s'attaque notamment au parti écolo, notamment en lançant une fausse vidéo cette semaine en disant que les Verts vont taxer la viande, ce qui n'est pas
vrai. Donc on se rend compte que ça agite véritablement le monde politique chez nous. On verra ce que ça donnera aux élections. C'est un enjeu de société, quoi qu'il arrive. C'est un enjeu complètement de société parce que, bien sûr, il faut protéger la nature, mais il ne faut pas protéger la nature contre les êtres humains. On a parlé des Gilets jaunes, on a parlé de ces sociétés paysannes. On peut aussi militer en faveur de la biodiversité sans placer le loup qui fait des ravages dans nos campagnes contre la brebis élevée par l'éleveur qui désespère de l'avoir massacrée. On peut défendre l'éléphant en Afrique sans le faire contre les sociétés paysannes pour lesquelles il est une nuisance aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que souvent, la sanctuarisation se fait contre les populations. Et pour la monoculture, Yann, je voudrais vous dire que, par exemple, le maïs, qui est une plante auquel je suis très attachée, parce que c'est la première plante aujourd'hui en Afrique, en Chine et bien sûr en Amérique latine, quand vous avez des champs de maïs, même en monoculture, vous avez une biodiversité considérable à l'intérieur parce que le maïs va permettre de créer de l'humidité, va permettre de créer des sols couverts où vous avez énormément de variétés. Donc, Point trop, non faux. Il ne faut pas que ça soit de la monoculture non plus, sinon il n'y a plus de diversité. Oui, même mais dans le champ de maïs. attention, il faut penser... Aussi, Alors, il faut penser aux ravageurs. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la mondialisation des virus, des bactéries, des prions. Et c'est un vrai enjeu parce que la FAO nous dit aussi qu'il va falloir produire 1 milliard de tonnes de céréales en plus d'ici 2050 pour nourrir cette humanité de plus en plus urbaine, de plus en plus exigeante, avec un pouvoir d'achat qui s'élève. Donc bien sûr, il faut une agriculture durable, il faut une agriculture intelligente, mais je crois qu'on ne peut pas opposer les modèles et qu'on ne peut pas remettre tout le monde dans les campagnes sur des modèles de pénibilité. Non, mais pour l'instant, le modèle qui a le vent en poupe, ce n'est pas le modèle respectueux de la nature, c'est plutôt l'agro-industrie. Et l'agro-industrie n'est pas vraiment le modèle le plus favorable à la biodiversité. Tout dépend de comment on met en œuvre ces modèles d'agriculture compétitive qui peuvent être une agriculture compétitive familiale, même si elle travaille pour la transformation des produits agricoles. Alors la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment faire. À partir du moment où il y a un constat quand même que quelque chose ne tourne pas rond. On va écouter Emmanuel Macron, puisque comme je le disais tout à l'heure, l'objectif aussi de ce rapport, c'est d'informer les décideurs politiques. Pourquoi Emmanuel Macron ? Eh bien parce que la France, à en croire l'Union internationale de la conservation de la nature, figure désormais parmi les 10 pays au monde hébergeant le plus grand nombre d'espèces animales et végétales menacées. Alors, message entendu, regardez. L'interpellation qui nous est faite par les experts qui viennent de remettre leur rapport, c'est très profondément de changer notre organisation mondiale. C'est de changer notre manière de produire, de nous organiser. Et le réchauffement climatique, comme la biodiversité, impose de revoir en profondeur des modèles auxquels nous nous étions habitués, et donc de revoir en profondeur, en tant que citoyens, en tant qu'entreprise, en tant que gouvernement, beaucoup des habitudes que nous avions prises. Alors, le président a annoncé lundi une série d'actions pour protéger la biodiversité, recycler 100% du plastique en 2025, réduire le recours aux pesticides, lutter contre le gaspillage alimentaire. Est-ce que Emmanuel Macron vous convainc ? Parce que je vous voyais réagir. Bonne chance. Non, je ne sais pas. Écoutez, en gros, si on traduit cette phrase en français simple, il annonce la fin du modèle productiviste, la fin de la vénération du saint PIB et donc la mise au rencard du modèle de croissance à tout prix. C'est un discours d'extrême gauche. C'est un affreux discours d'extrême gauche qui en fait de lui un homme à exclure du G7. Non, je plaisante. Je ne sais pas, franchement, non. Enfin, oui, il y a des élections très prochainement, il faut un peu verdir le discours. C'est mieux que rien, c'est mieux de verdir un discours que de le noircir. C'est quand même l'homme qui avait dit « Make our planet great again » devant Donald Trump. Publicitaire. On est 2 ans plus tard. On n'est pas très loin, et c'est ça qui est très inquiétant, c'est qu'il y a toujours un décalage entre rien ne s'est passé entre les discours et Macron se met en anti-Trump sur le climat, et ça donne une certaine prestance à la France à l'étranger, c'est très sympa, mais ça s'arrête là. Le problème, c'est toujours le décalage entre les signaux d'alarme qui sont donnés notamment sur la biodiversité, sur le climat. Les réunions climat se succèdent, et chaque fois on dit il faut augmenter les efforts, et les efforts ne se font pas. Il y a un véritable décalage entre le discours politique et les actes. Alors moi je suis de nouveau pas d'accord parce que j'ai le sentiment d'abord qu'on dise qu'il faille en finir avec les plastiques d'origine fossile. Évidemment, on est bien d'accord que la pollution des mers, la pollution des villages en Afrique est une catastrophe. Donc il faut agir avec ce qu'on appelle des produits biosourcés. La France a lancé une stratégie nationale des produits biosourcés en 2018. Que l'on dise qu'il faille en finir avec les pesticides, il faut faire très attention parce que je vous le dis, les ravageurs sont là. Ils ne demandent
qu'à revenir. Regardez par exemple le retour de la rougeole. Regardez le retour, je l'ai dit tout à l'heure, des rats à Paris. On a vraiment aujourd'hui des menaces qui sont des menaces qu'on vit vraiment dans les pays tropicaux. Parce que le paludisme. Un double discours d'Emmanuel Macron. Alors tout à l'heure, Serge l'a dit. C'est la proximité des élections européennes. Donc c'est pas tellement un double discours. Je ne mets pas en cause que, sincèrement, il aimerait peut-être faire un peu plus d'écologie, mais les contraintes et les habitudes sont telles qu'il ne le fait pas, tout simplement. Il faudrait qu'il en parle à la FNSEA, il faudrait qu'il en parle au MEDEF, etc. Il faudrait qu'il en parle. Concrètement, on a quand même essayé dans ce pays de mettre une taxe sur le diesel et puis on a reculé. Alors il faut quand même dire qu'en France, par exemple, on a, suivant The Economist, le système agricole le plus durable, parce que ce sont des systèmes agricoles qui sont encore familiaux, que la moitié de notre superficie agricole, c'est de l'élevage à l'herbe. L'élevage à l'herbe, la prairie, c'est un grand instrument de biodiversité. Donc il faut, je pense, ne pas stigmatiser l'agriculture qui nourrit la population, quel que soit son aspect, l'agroécologie, le bio, mais aussi le conventionnel. Le conventionnel, aujourd'hui, c'est 90% de l'agriculture. Ce sont les exportations de la France, c'est nourrir les mégalopoles, c'est faire en sorte que le nombre de personnes qui souffrent de la faim en France, il y en a encore 9 millions, eh bien, puisse continuer, puisqu'on puisse travailler pour que la nourriture soit accessible sur le prix, sur la question du prix. Les gens qui souffrent de la faim en France ne souffrent pas pour des raisons de quantité disponible. De prix. Ils souffrent pour des questions de prix. Donc de pouvoir d'achat. Donc d'inégalité sociale. Donc ça n'a rien à voir. On n'a pas besoin de produire plus. Non, mais si on monte en gamme, eh bien, on va exclure plus de population, et on le sait bien. Ça dépend à quel prix on monte en gamme. Eh bien oui, mais il faut que l'agriculture soit rémunérée. Et l'un des enjeux, c'est que la politique agricole commune, demain, va être de plus en plus renationalisée. On va voir ce que fait la France. Est-ce qu'elle se tient à des standards ou est-ce qu'elle baisse les standards? Et on peut craindre, malheureusement, qu'elle baisse les standards. Mais elle ne va pas baisser les standards. On a une agriculture des plus exigeantes au monde déjà. Nos agriculteurs mettent en œuvre aujourd'hui une agriculture qui se veut durable. Même en Bretagne, par exemple, vous savez, qui est toujours stigmatisée, vous avez une véritable action des départements pour baisser les nitrates, pour mettre des systèmes durables. Pour baisser les nitrates, on est parti de très haut. Oui, mais on est en dessous de 30 milligrammes aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, on est largement en dessous des seuils d'acceptabilité. C'est-à-dire qu'on a vraiment fait un travail considérable qui n'est jamais reconnu. Or, si on décourage en permanence les populations en leur disant que tout va de mal en pis, etc., eh bien, on empêche cette écologie de se mettre à l'œuvre avec une visée sociale et économique. On va conclure avec un mot qui est très à la mode. On va conclure rapidement avec ce mot qui est devenu très à la mode, c'est celui de collapsologie. Pour les collapsologues, notre civilisation fondée sur les énergies fossiles disparaîtra dans les années 30 au plus tard. C'est une pensée qui rencontre de plus en plus d'écho auprès du public. Vraiment, d'un mot, tour de table, comment vous l'expliquez, Sylvie ? La collapsologie, c'est-à-dire l'obsession de la fin du monde, ça a toujours existé. Le Club de Rome, dans les années 70, nous disait la fin du gaz et du pétrole pour début des années 90. Il y a toujours eu des prophètes de fin du monde. Je pense que c'est très démobilisateur, que c'est l'inverse de ce qu'il faudrait faire. On a besoin aujourd'hui, effectivement, d'entrer dans un nouveau modèle. Le président Macron l'a dit, mais ce n'est pas en disant que tout va de mal en pis. Serge, théorie de l'effondrement ? Honnêtement, je n'en sais pas grand-chose. Je remarque juste que sur plein de domaines connexes, là on parle d'extinction, de biodiversité, on parle de réchauffement climatique, on parle d'hydrocarbures, d'énergie, des cordes se tendent, toute une série de cordes se tendent. La corde se tend jusqu'à qu'elle rompe. Et dans toute une série de cordes, on a l'impression qu'on repousse chaque fois la limite de la tension extrême. Puis fatalement, il y a quand même un moment donné où certaines de celles-ci vont rompre. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans ce moment? Est-ce qu'il faut trouver des adaptations? Honnêtement, j'arrive plus à y voir très clair. Je me dis simplement qu'il y a des solutions, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est la fiscalité écologique. C'est une arme qui est adulée par certains, détestée par d'autres. Honnêtement, moi, elle ne me paraît pas si méprisable que ça. Les gilets jaunes. Pour conclure vraiment. Mais je pense qu'il y a en effet toujours eu ce terme de collapsologie. Mais aujourd'hui, il est certainement plus présent et certainement dans les jeunes générations pour une série d'inquiétudes. C'est des inquiétudes écologiques, des inquiétudes par rapport à l'économie, à l'emploi. Et donc, je pense que c'est global. Il y a en effet un modèle qui n'est certainement pas qui est à revisiter, ça c'est certain. Je pense que la différence avec ce qui se passait en l'essai précédent, c'est qu'on a des instruments de mesure plus précis. Donc on peut faire un état des lieux, ce que j'ai dit au début, on peut faire une image de ce qui se passe, mais on peut très bien être inquiet et actif. On n'est pas obligé d'être désespéré et de ne plus rien faire. On peut être inquiet et actif. Et je crois qu'on a des raisons d'être inquiet. Bon, on va voir déjà avec notre prochain thème s'il faut continuer à s'inquiéter, puisque on va parler de géopolitique du pétrole. Ne partez pas, vous allez voir. Ça peut s'expliquer aussi. Avec cette question qu'on va se poser aussi, c'est est-ce qu'une guerre du pétrole signe son retour? Coup sur coup, vous l'avez vu, les États-Unis de Donald Trump ont décrété un embargo pétrolier contre le Venezuela et l'Iran. Les deux bêtes noires de Washington figurent parmi les 10 principaux pays producteurs de pétrole. L'arme pétrolière a-t-elle encore de beaux jours devant elle, d'autant que l'or noir, vous allez voir, est loin d'être épuisé.
On entend souvent dire qu'il n'y aura bientôt plus de pétrole. Qu'en est-il réellement ? Allons voir les chiffres. En 1980, les réserves prouvées de pétrole étaient évaluées à 683 milliards de barils. Par réserve prouvée, on entend les gisements de pétrole déjà identifiés et qu'on est sûr à 90% de pouvoir exploiter, dans les conditions techniques et économiques du moment. Considérons maintenant la production de pétrole. En 1980, elle était d'environ 23 milliards de barils par an. Vu les réserves, on pouvait donc s'attendre à 30 ans de production, soit une production assurée jusque 2010. Et après cette date, manque-t-on de pétrole aujourd'hui ? La réponse est non, car les réserves prouvées ont constamment augmenté avec le temps, grâce à la découverte de nouveaux gisements ainsi que des progrès technologiques d'exploitation, forage profond en haute mer ou développement des techniques d'exploitation des gisements non conventionnels, en particulier les sables bitumeux de l'Alberta au Canada. Sur l'ensemble du globe, les réserves prouvées étaient de 1697 milliards à la fin 2017, soit 50 ans de production devant nous, au rythme actuel de 34 milliards de barils produits par an. La fin du pétrole n'est donc pas pour tout de suite. Serge, premier constat, contrairement à l'idée de reçu, il reste des paquets de pétrole encore. Il en reste beaucoup trop. L'idée, c'est qu'il va falloir qu'on quitte le pétrole avant qu'il nous quitte. Clairement, il y a une dizaine d'années encore, 10-12 ans, on était dans l'idée qu'il y aurait un pic pétrolier et qu'on allait avoir un moment où la demande serait supérieure à ce que l'offre pouvait produire et mettre sur le marché. Donc, ça allait fatalement faire monter les prix. On est complètement sorti de cette logique-là. Ça a été expliqué dans le petit sujet, notamment parce que la technologie a évolué et qu'on arrive aujourd'hui à sortir du pétrole qui était considéré comme inexploitable, à commencer par le pétrole de schiste. Donc les États-Unis, par exemple, pour ne prendre que ce cas, étaient un pays importateur de pétrole il y a encore 15 ans et aujourd'hui ils se mettent à exporter, tellement ils en produisent. Donc ça a complètement changé la carte pétrolière mondiale en 10 ans en gros. Ça veut dire aussi que du coup l'arme pétrolière a de beaux jours devant elle. On va continuer à parler d'embargo d'un pays vers un autre, comme c'est le cas des États-Unis vers l'Iran, le Venezuela là récemment. Alors elle a quand même perdu beaucoup de son impact. En réalité, puisque c'est surtout les États-Unis qui la brandissent, en clair, ils étaient, eux, obligés de trouver des alliances, notamment au Moyen-Orient, étaient dépendants de ces alliances, parce qu'on importait beaucoup de ces pays-là, et que ces pays avaient capacité d'arbitrage sur le marché. Je pense évidemment aux Saoudiens, qui étaient les premiers producteurs. Aujourd'hui, les États-Unis sont le premier producteur. Donc ça fait d'eux quelqu'un qui est moins dépendant de ces arbitrages internationaux par les capacités mises sur le marché de pays tiers. Donc je ne suis pas sûr que ce soit l'arme pétrolière qu'on ait aujourd'hui en tête quand à Washington on pense à l'Iran ou au Venezuela. Moi ce que je vois plutôt, j'y pensais en venant ici, c'est la réélection de Trump. On est maintenant bientôt à 2 ans de cette échéance, donc la campagne va véritablement commencer très vite et on se demande si cette ère de la guerre qui rôde maintenant autour du Venezuela et de l'Iran ces derniers jours finalement ne sert pas un peu à mobiliser l'opinion publique américaine autour du président. Donc ce que nous dit Serge, c'est que c'est la stratégie classique de Donald Trump à visée électoraliste. Est-ce que vous en êtes d'accord ? Il y a certainement ce facteur-là, et c'est certain qu'il est aussi poussé dans le dos par les faucons de l'administration, notamment Bolton, le secrétaire à la sécurité. Mais à côté de ça, il le fait aussi parce qu'il est totalement à l'aise, vu que c'est le premier producteur de pétrole. Il peut se permettre en fait de menacer l'Iran, le Venezuela, et d'augmenter un petit peu, disons, la pression sur ces pays-là. Ceux qui risquent de payer la facture, ce sont toujours les Européens, parce qu'on n'a pas cette même indépendance énergétique et qu'on est généralement les premiers visés en cas de sanctions. Donc c'est certain qu'on a un Trump qui est pour l'instant très à l'aise sur ce domaine-là et qui, à côté de ça aussi, est très contradictoire parce qu'il veut se désengager de tous les conflits où sont mêlés les Américains. Donc il joue un jeu, disons, d'augmenter la pression sans vouloir entrer en guerre non plus. Sylvie. Depuis que le pétrole a remplacé le charbon comme première source d'énergie mondiale, c'est-à-dire vers les années 1930-1940, toute la géopolitique mondiale a été dictée par cette question de la dépendance envers l'approvisionnement en pétrole, puisque qui dit énergie dit développement, dit mobilité, dit etc. Donc pour tous les pays du monde, la grande question c'est sur quelles sources d'énergie peuvent-ils se reposer, sachant qu'aujourd'hui, tout ce qui nous inquiète sur le développement durable, sur le changement climatique, nous conduit à vouloir en finir avec ces énergies fossiles,
dont on considère que certes elles sont très productives, mais elles sont en même temps très préjudiciables par les rejets dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, le tableau il est simple. Les États-Unis sont le premier producteur mondial d'hydrocarbures non conventionnels. La Chine est le premier importateur mondial. Donc la Chine a absolument besoin, elle, de pouvoir compter sur des sources d'énergie, d'où les routes de la soie, d'où le collier de perles. Et puis la Russie, elle a à la fois intérêt au changement climatique, parce que ça lui libère des terres aux hautes latitudes, et qu'elle est en plus une énorme productrice d'hydrocarbures. Les enjeux face à ça, c'est l'Europe. Vers qui va s'approvisionner l'Europe? C'est le prix du pétrole, parce qu'on sait bien que le pétrole non conventionnel coûte plus cher à extraire. Donc pour les États-Unis, il faut remonter le prix du pétrole. Et puis c'est aussi la zone d'influence des États-Unis. Ils n'ont pas envie, aujourd'hui, Trump, ce qu'il veut, c'est gérer l'Amérique comme une entreprise, c'est-à-dire les intérêts de l'Amérique pour l'Amérique. Donc du coup, il veut vendre son gaz et son pétrole en Europe contre le gaz russe. Il veut damer le pion à la Chine, là où la Chine a besoin de s'approvisionner. Et c'est une véritable guerre géopolitique autour de l'accès à l'énergie qui est en train de se jouer. Et il y a, on va regarder cette carte des pays de l'OPEP, les pays fondateurs. Parmi eux, Iran, Venezuela, Libye sont touchés par des problèmes internes ou externes qui nuisent à leur production de pétrole. Est-ce qu'on est là, Yann, dans une situation inédite? Non, inédite, non, je ne crois pas. Ça fait... Serge le disait tout à l'heure, le noyau central de cette histoire sur les marchés internationaux, c'est l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite qui a des capacités de production inutilisées. Elle peut, si elle veut, faire monter ou descendre le prix. Alors, c'est intéressant. Quand Trump a lancé ses sanctions contre l'Iran, il a demandé aux Saoudiens de faire baisser les prix du pétrole. On dit rien du tout. On n'a pas du tout envie de faire baisser. Pourtant, les Saoudiens sont des alliés des États-Unis. Simplement, les Saoudiens ont des intérêts. Ils veulent un pétrole qui soit 70, 75 parce qu'ils veulent remplir leur caisse. Ils ont eu beaucoup de dépenses, notamment après les printemps arabes, quand il a fallu arroser la population pour qu'elle reste tranquille. Ils ont balancé beaucoup d'argent. Ils ont besoin de remplir les caisses, donc ils ne vont pas faire ce que dit Trump. Donc dans les marchés pétroliers, il n'y a pas seulement des considérations externes, il y a aussi des considérations internes, et pas seulement aux États-Unis, aussi en Arabie Saoudite. Et là, on voit que c'est Donald Trump seul contre les autres pays de l'OPEP, si je résume. D'abord, les États-Unis ne sont pas membres de l'OPEP. Les États-Unis sont extérieurs à l'OPEP. Et l'OPEP a conclu, il y a à peu près 2 ans, je crois maintenant, je passe sous votre contrôle, un accord avec la Russie, qui n'est pas membre de l'OPEP, pour limiter la production, justement pour maintenir les prix à un certain niveau. Et pour l'instant, les Saoudiens comme les Russes sont d'accord, il y a une réunion en juin de l'OPEP, ils ne veulent pas bouger à ça, quelles que soient les baisses de production iraniennes ou vénézuéliennes. De toute façon, le Venezuela, qui était un des principaux fournisseurs des États-Unis, c'est ça qui est paradoxal, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était les États-Unis et achetaient le pétrole vénézuélien. Le Venezuela, de toute façon, sa production s'est effondrée depuis un moment, donc il est remplaçable sans trop de difficultés. En revanche, pour plus tard, il a sous le pied des schistes bitumineux très importants dans le Rénoc, et ça sera potentiellement, si le prix du pétrole est assez élevé pour justifier l'exploitation de ces sables bitumineux, ce sera potentiellement un grand producteur à l'horizon. Mais il faudra d'abord qu'il se débarrasse du régime Maduro, parce que sinon on ne va pas y arriver. Mais là, on voit que les choses ont changé, c'est qu'il y a encore 10 ans, l'absence sur le marché de pays comme le Venezuela, la Libye, l'Iran, on en a cité un troisième, je l'oublie, enfin qui produisent beaucoup moins que ce qu'ils pourraient produire, bouleverser les marchés. Le prix montait, 2 $, 3 $, 5 $. Un conflit au Nigeria, dans le Delta, et tout à coup, ça montait. C'est fini tout ça. Pourquoi ? Parce que la capacité américaine a tellement augmenté avec le pétrole de schiste qu'on est dans un autre marché. Donc vous avez la Libye qui devrait produire 2,5 millions de barils si tout allait bien, qui en produit 800 000. Tant pis. Le prix du baril bouge un tout petit peu. $1 par-ci, $1 par-là. On peut dire aujourd'hui, j'exagère un peu le tableau, qu'il est stable à 70 $ et que c'est un prix qui convient à peu près à tout le monde. Depuis le début de l'année, le prix a augmenté quand même. À la marge, mais si vous regardez maintenant la courbe sur les dernières années, le vrai pic, il était atteint en 2008, à l'été 2008, à 148 $. C'était il y a 10 ans, donc ça représenterait plus de dollars d'aujourd'hui. À l'été 2014, il était encore à 140, je crois. Exact. Et donc finalement, on est sur un marché qui est devenu plus calme. Moi, ça me fait dire, les exercices géopolitiques existent toujours, mais le pétrole n'est plus cette arme de la peur qu'il était autrefois. Par ailleurs, pour revenir à l'Europe, elle a, une arme énergétique tout à fait idéale pour se sortir de cette dépendance au pétrole importé et à sa variation au prix qu'elle ne contrôle pas, puisqu'en Europe, on paye le pétrole en euros alors qu'il est libellé en dollars. C'est simplement les énergies renouvelables. Un pays comme le Portugal ou comme l'Allemagne, au mois de mars, qui pendant un jour et demi a produit 100% de son électricité avec des
les éoliennes, ça c'est des solutions, je ne dis pas qu'elles sont faisables partout et réplicables, mais qui c'est la vraie permettront question, de c'est changer de monde. quand est-ce que Alors, pour le mix énergétique mondial repose sur les énergies fossiles pour l'instant à 80%. Donc, les énergies renouvelables, c'est 20%, mais dans les 20%, vous avez aussi bien l'hydroélectricité que le nucléaire. Donc, le nucléaire, on le sait, ça pose des questions. Aujourd'hui, le grand enjeu, c'est que l'Europe investit considérablement dans le renouvelable, mais en passant par des technologies qui sont désormais maîtrisées par les Chinois. Donc, c'est un vrai problème parce que ça crée une autre dépendance. Et par ailleurs, le problème de la fermeture des centrales nucléaires, par exemple en Allemagne, la met à terme dans l'écuelle du gaz de Poutine. Donc c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'enjeu de Trump, c'est d'arriver à installer des terminaux de gaz naturel liquéfié en Pologne, en Roumanie, de refuser le Nord Stream 2, c'est-à-dire, vous savez, le gazoduc qui va arriver par la Baltique vers l'Allemagne, parce que c'est au-delà de l'énergie, c'est les dépendances, les allégeances de demain qui sont en train de se mettre en place. Mais alors, comment on y vient à cet après, si je rebondis idéalement, un peu, si cet on n'est pas après-pétrole, dépendant du gaz de quelqu'un, on coupe une allégeance. Voilà. Mais pour l'instant, les renouvelables ne fonctionnent pas suffisamment, c'est-à-dire ni le solaire ni l'éolien. Il y a des volontés politiques, on l'a dit, le Portugal est un exemple très intéressant, et c'est aussi un impact de la crise de 2008, c'est que c'est, d'une certaine manière, les responsables politiques se sont dit, mais il faut aussi qu'on soit indépendant sur le plan énergétique. Donc c'est un exemple, et c'est un exemple qui s'est fait assez vite. À côté de ça, c'est certain que le problème, d'une part, du pétrole américain, c'est que c'est un pétrole qui est très sale écologiquement et qui coûte cher à mettre en place, donc c'est pas non plus une solution durable. Le problème de la dépendance à l'Europe par rapport à la Russie, c'est certain que c'est un gros souci pour Trump qui tente de diversifier. Maintenant, il faut trouver des solutions, et on est loin de ces solutions dans un certain nombre de pays. L'Allemagne est très dépendante de la Russie, la France est très dépendante du nucléaire, c'est le cas de la Belgique aussi, et puis on ne sait pas très bien quel sera l'après-nucléaire. Et du côté belge, on a depuis des années dit qu'on allait tenter de se passer du nucléaire, mais de législature en législature, on reporte la date. On n'a pas de solution encore concrète. On est loin de l'après-pétrole encore, Yann. On est surtout loin d'une politique énergétique européenne, et c'est ce qui me fascine à l'approche des élections du Parlement européen, c'est que c'est un sujet où chacun tire de son côté. Les Allemands font des papouilles à Poutine, nous en France on est vive le nucléaire, magnifique le nucléaire, avec les quelques dommages collatéraux dont parlait Sylvie à l'instant, potentiels en tout cas, et chacun il va de son côté, alors qu'il y a des économies d'échelle qui seraient à faire, mais visiblement on n'y arrive pas, et là-dessus on est encore sur des calculs nationaux. C'est vrai que les situations et les mix énergétiques sont extrêmement différents d'un pays à l'autre, mais si on pouvait arriver à au moins à offrir un front commun à des gens comme Poutine, ce serait pas mal, mais on n'y arrive pas. Oui, puis il faut penser quand même à tous ces pays émergents, partout sur les 3 continents, qui, parce qu'ils entrent dans la voie du développement, ont de plus en plus besoin d'énergie. Et on pourrait, si on trouvait des énergies renouvelables propres et durables, leur permettre de ne pas commettre les erreurs que nous avons faites, nous, en utilisant massivement des énergies fossiles. Mais ce qu'il faut bien dire aujourd'hui, c'est que le renouvelable tel qu'il est, les ressources, on parle de l'hydrogène, le renouvelable, il est encore, c'est un process qui est en train de se faire. Mais aujourd'hui, il faut une puissance installée par rapport à une puissance restituée qui est extrêmement coûteuse, avec des problèmes d'intermittence, avec des problèmes de dysfonctionnement. Pour l'instant, l'Europe a fait le pari de la transition énergétique. Elle dépense des fortunes. Il n'est pas du tout certain qu'elle ne soit pas battue en brèche par les recherches aujourd'hui sur l'hydrogène. Par exemple, l'Agence internationale des énergies renouvelables et aux Émirats arabes unis, ils travaillent énormément. La Chine travaille énormément. Celui qui maîtrisera demain une énergie durable aura vraiment un développement qui sera soutenable. En 2009, vous avez écrit un livre, L'après-pétrole a commencé, 10 ans plus tard. Oui, c'était peut-être pas un titre très heureux. Non, mais 10 ans plus tard. Il a commencé, mais voilà. Non, mais 10 ans plus tard, il avait commencé, mais il dure plus longtemps que prévu. C'est bon pour le livre, ça. Voilà, exactement. Ce sera pour conclure. Quels sont les prochains défis rapidement à court terme qui attendent le monde, cette géopolitique du pétrole, mais des énergies plus globalement? J'aurais pu titrer ce livre, d'ailleurs aujourd'hui je le retitrerai comme ça, le pétrole doit mourir. C'est-à-dire qu'en gros, on sait aujourd'hui que, idéalement, évidemment on parle ici d'un monde idéal qui, comme chacun le sait, n'existe pas vraiment, il faudrait réussir à sortir des hydrocarbures pour plein de bonnes et de moins bonnes raisons, à ne commencer que par le réchauffement climatique et les
émissions de CO2. Ça simplifierait une bonne partie des problèmes géopolitiques entre nous, soit dit, parce que le pétrole a cette sale habitude de ne pousser, je dis le mot pousser exprès à dessein, que sous des terres soit déjà dictatoriales, soit qui le deviennent en conséquence. C'est pas gentil pour la Norvège. Alors la Norvège est une exception, il en faut une à toutes les règles. Je laisse conclure. Mais j'ai envie de dire que oui, au fond, finalement, ce serait la fin politique idéale à rechercher, ce serait de tendre vers cette direction. Soyons optimistes, il y a quand même pas mal de pays qui le font et qui le recherchent. Alors encore une fois, en Europe, c'est dans un grand désordre, mais on pourrait faire une liste des pays vertueux, je ne suis pas sûr que la France en fasse partie, de ceux qui ont déjà fait de grands efforts vers une énergie renouvelable, moins consommatrice de CO2 et donc des dépendances politiques qui s'installent avec cette dépendance aux hydrocarbures. Et on vous fera revenir. Allemagne, et puis à ce Oui, puis moment-là, ceux on prendra... qui ont de la géothermie Voilà, et ceux qui ont de l'hydroélectricité. Et on y reviendra dans un prochain kiosque avec justement cette liste des pays vertueux. On attaquera le problème dans l'autre sens. On accueille maintenant avec nous depuis Istanbul Mine Kirikanat. Bonjour, vous êtes éditorialiste au grand quotidien turc Cumhuriyet. Vous êtes romancière aussi. Merci d'être avec nous. Soyez la bienvenue dans Kiosque. Avec vous, on va faire un point sur l'état de la démocratie en Turquie. Recep Tayyip Erdogan n'a visiblement pas supporté la défaite électorale de son parti, l'AKP, à la tête d'Istanbul, une ville chère à son cœur hyper présidentiel. Alors cette semaine, le régime a fait annuler l'élection du maire, remportée par l'opposition. Le parti du maire invalidé, Ekrem İmamoğlu, crie au scandale. Nous devons donner une bonne leçon à ces gangsters, au haut comité électoral. Ces gangsters ont massacré la loi et la volonté du peuple. À partir de ce moment, Ekrem İmamoğlu n'est plus le candidat du CHP, mais celui des 16 millions d'habitants d'Istanbul. Tous les Stambouliotes agiront consciencieusement et vont réécrire l'histoire le 23 juin. Alors seul le mandat du maire sera remis en jeu le 23 juin. Ainsi en a décidé le conseil électoral turc. Les conseils municipaux acquis à l'AKP ne sont pas concernés. Mine, vous êtes avec nous depuis Istanbul précisément. Recep Tayyip Erdogan est prêt à tout pour garder ce fief, cette ville si symbolique pour lui et pour son parti ? Oui, absolument, Sylvia. Bonjour à tout le monde. La Turquie est en train de vivre une vieille adage, en fait, que le fascisme peut sortir des urnes, mais il ne peut pas être chassé par les urnes. Et Erdogan et son parti, aussi bien ses acolytes nationalistes, parce qu'il y a une coalition avec les loups gris, justement, du Parti nationaliste, qui ne lâcheront pas avec des élections. Nous savons très bien ça, nous, les opposants républicains. Mais on est obligé de jouer le jeu parce que Erdogan a rendu les décisions du Conseil électoral inattaquables, juridiquement parlant, depuis 2006. Il avait tout prévu. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan peut continuer à invoquer sa légitimité démocratique pour justifier cette dérive autoritaire ? On parle de dérive autoritaire, elle est peut-être actée aujourd'hui. Écoutez, maintenant c'est plus qu'une dérive autoritaire, puisque le seul appui démocratique sur lequel il basait sa légitimité était des élections. Des élections plus ou moins respectable, étant donné que maintenant nous comprenons qu'il y a eu plusieurs élections qui ont été fraudées. Voilà, il vient de perdre ce seul appui démocratique pour sa légitimité, parce que dans une seule enveloppe, en fait, les électeurs d'Istanbul mettaient aussi bien leurs élus, leur choix sur les élus municipaux, les maires locaux, et puis aussi le responsable du quartier. Et c'est seulement le 4e bulletin, c'est-à-dire celui du maire d'Istanbul, qui a été invalidé. Donc c'est anticonstitutionnel, anti-loi. Il n'y a plus de justice, il n'y a plus de juridiction en Turquie. Et il y a une mobilisation très très forte, mais nous savons qu'il va se passer des choses le soir des élections, le 23 juin. Et on va y revenir dans un instant. Mine, vous restez avec nous évidemment. Ça fait des années qu'on regarde l'évolution de la Turquie. Est-ce que là, il y a quelque chose de très symbolique dans l'annulation de cette élection à Istanbul qui confirme que la Turquie n'est plus une démocratie ? Est-ce qu'on peut dire ça ?
Mais j'ai l'impression qu'avec Erdogan, plus c'est gros, plus ça passe aussi. Et là, on franchit encore un cap, comme ça a été souligné. On invalide cette élection-là, alors qu'il y a d'autres scrutins. Bizarrement, c'est naturellement le symbole de la ville d'Istanbul, qui est tout de même aussi le tremplin pour Erdogan il y a 25 ans, quand il était maire de la ville. On est face à une personnalité qui va devenir un peu la personnalité majeure de l'opposition. Et donc, c'est certain que c'est un point stratégique important pour Erdogan. Mais il y a une véritable inquiétude par rapport à l'évolution de ce pays, de ce régime. Et puis on se rend compte aussi une lassitude même de la part des supporters d'Erdogan, parce que là, on va vraiment très très loin. Yann, vous êtes d'accord avec ça ? Je crois que dans une certaine mesure, les militaires qui ont tenté un coup d'État et qui l'ont raté il y a quelques années, il y a 3 ans je crois. En 2016. Oui. C'est ça, ont rendu service à Erdogan parce qu'ils lui ont donné la possibilité d'utiliser les institutions contre tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à un opposant. Et il a une interprétation extrêmement large de ce qu'est un opposant qui est censé menacer la sécurité du pays. Donc il en use et il en abuse. On a vu la purge. On a vu la purge et bien au-delà évidemment de ce qui concernait strictement les gens impliqués dans le putsch. Il a une capacité à utiliser institutions, à utiliser lois, à réécrire les lois, à réécrire la Constitution pour se pérenniser, pour justifier son pouvoir. Cela dit, moi ce qui m'a frappé en cette élection à Istanbul, c'est le fait qu'il y ait eu de facto une union de l'opposition. C'est-à-dire que le principal parti kurde, le HDP, n'a pas présenté de candidat. Et c'est ça qui, en bonne partie, permis au candidat du CHP d'être élu. C'est ça que jusqu'à maintenant, jamais l'opposition turque n'avait réussi à faire, c'est-à-dire s'allier en dépit du fait qu'il y a une composante kurde dans cette opposition. Miné, je me tourne vers vous parce qu'il y a effectivement ce personnage, ce maire invalidé qu'on ne connaissait pas, pour ainsi dire, jusqu'au moment de l'élection. Aujourd'hui, il fait figure d'opposant, un opposant qui a les épaules assez solides d'abord pour remporter la mairie, ça on l'a vu, mais même est-ce que c'est une figure de l'opposition qui émerge enfin, et est-ce qu'il a une stature nationale aussi ? Oui, justement, notre chance, c'est celle-là et on l'a saisie. Erdogan, en voulant garder Istanbul, pourquoi il voulait garder Istanbul? En fait, j'aimerais dire ça 2 mots là-dessus. Istanbul est plus grand que les 10 pays de l'Europe, de l'Union européenne, 17 millions d'habitants. Et c'est presque un pays. Et toute la manne financière de sa corruption, c'est-à-dire de la corruption de ce pouvoir, justement, émergeait d'Istanbul. C'est les marchés d'Istanbul, les marchés publics d'Istanbul. Donc, c'est pour cela qu'il veut le garder. Et en plus, Istanbul, c'est 1/5 de la population turque. Et c'est une enquête, mais vraiment nationale, les résultats électoraux d'Istanbul, étant donné que Erdogan est passé par là, justement, il ne veut absolument pas perdre Istanbul et fera n'importe quoi. Et donc, Ekrem, pardonnez-moi, parce que la question c'était ça, c'est est-ce que Ekrem İmamoğlu peut suivre le même chemin qu'Erdogan, qui a été élu à la mairie d'Istanbul, qui lui a servi de tremplin. Est-ce que c'est un vrai opposant aujourd'hui face à Recep Tayyip Erdogan ? Tout à fait. Nous avons découvert finalement en lui quelqu'un qui est capable de tenir tête à Erdogan et qui soit à sa mesure vraiment. Et c'est un jeune très décidé qui a fait ses armes justement dans un grand quartier banlieue d'Istanbul où il l'a transformé. Il est en train de, d'ailleurs c'est son slogan, tout sera très très bien. Et tout le monde l'adore. Nous avons enfin trouvé le leader, le rival qui nous manquait jusque-là en tant qu'opposition. En tant qu'opposition, évidemment. Alors oui, il faut dire que les élections ont lieu le 23 juin, les nouvelles élections, puisque celles-ci ont été invalidées, qu'il n'y a que 13 000 voix qui séparent ce maire déchu de l'autre candidat, l'ex-premier ministre. Donc ça va être extrêmement difficile. On peut redouter une évolution, soit la vénézuélienne avec Juan Guaidó, et on voit bien ce qui est en train de se passer, soit un nouveau printemps en Turquie, mais il ne faut pas sous-estimer la force d'Erdogan dans une configuration mondiale où c'est le grand retour des hommes forts. C'est-à-dire qu'on voit Narendra Modi en Inde, on voit Xi Jinping en Chine, évidemment Poutine en Russie, mais aussi Bolsonaro au Brésil, les tentations populistes dans les démocraties, et Erdogan répond aussi d'une certaine façon à cette vision d'une Turquie comme puissance régionale, c'est-à-dire une puissance régionale nationaliste, une puissance régionale qui se réinvente un passé glorieux, et puis une puissance régionale qui, bien que avant-poste de l'OTAN,
parce qu'il ne faut pas l'oublier, est de plus en plus tournée vers la Turquie et la Syrie et présente pour l'Europe, pour l'OTAN, un nouveau défi. La Turquie a été humiliée par le fait qu'elle a demandé depuis les années 60 d'entrer dans l'Europe. Aujourd'hui, Erdogan joue son jeu. J'entends bien que cet homme de 48 ans peut présenter une alternative. Il faut quand même se rendre compte qu'il s'appuie sur des partis très différents, dont des partis pro-kurdes. On se tourne vers vous, évidemment, à cette tentation de l'homme fort. Eh bien, d'abord, j'aimerais répondre justement à quelques petites choses. Erdogan est l'homme fort. Mais c'est que les Turcs sont intelligents et nous avons eu une démocratie qu'Erdogan nous a enlevée. Donc, on est intelligent, on est en train de vivre cet homme fort depuis 17 ans et maintenant, la crise économique aide justement l'opposition. Il y a une inflation de 28% et en plus, l'OTAN n'est plus d'accord avec la Turquie étant donné que Erdogan qui joue entre les islamistes, les nationalistes, les ceci, les cela, l'Amérique, les États-Unis, la Russie, il est en train d'acheter des fusées S-400 aux Russes, ce qui ne plaît pas du tout à l'OTAN. Donc, l'opposition, en fait, a le vent en poupe à cause d'une crise économique et justement de cette crise avec les Américains. Ça compte beaucoup. Est-ce qu'on pourrait imaginer le 23 juin que l'AKP perde Istanbul définitivement ? Je peux vous dire qu'il va le perdre, absolument, parce que moi-même, je n'avais pas voté lors des élections qui ont eu lieu, qui ont été invalidées, parce que le 29% de la population d'Istanbul n'avait plus d'espoir sur les partis de l'opposition, et on se disait à quoi ça servira à rien. Mais cette fois-ci, c'est 29%, enfin. Une grande partie de ces 29% ont annulé leurs vacances, ont changé leurs billets. Il y a les compagnies d'avions qui offrent le changement sans qu'il y ait des sanctions économiques. Et tout le monde rentre à Istanbul pour voter le 29. Pour aller voter. Mais vous restez encore avec nous, évidemment. Oui, exactement. Serge, votre réaction, je voulais écouter très attentivement. Je crois qu'il y a des choses intéressantes dans ce qui se passe en Turquie. C'est que d'abord, ça commence à sentir le roussi pour Erdogan. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais d'un autre côté, voilà ce qui arrive quand un populiste a été élu. Les populistes ne rendent jamais le pouvoir. C'est-à-dire, ils promettent qu'une fois démocratiquement élus, ils vont remettre leur mandat en jeu. Et quand ils perdent les élections, ils n'ont jamais perdu, puisqu'ils se réclament du peuple. Le peuple ne peut pas avoir tort pour les yeux d'un populiste. Donc si le populiste perd, il dit qu'on a volé la voix du peuple. C'est exactement ce qu'on a entendu en Turquie. Donc en fait, c'est de la manipulation complète de l'électorat qui va finir par croire que c'est encore une fois les élites qui sont responsables. L'élite en Turquie, c'est qui aujourd'hui ? C'est Erdogan. Donc on est typiquement dans un scénario de captation du pouvoir ad aeternam par un régime populiste. Mais on est, à mon avis, tout de même à un point de basculement par rapport à Erdogan, et notamment la situation économique, l'inflation, sont des signaux qui sont très mauvais pour lui, parce qu'il a basé une partie de sa popularité là-dessus. À côté de ça, je serais très curieux de voir les résultats de cette élection. C'est vraiment un billard à trois bandes. Soit on a finalement une victoire d'Imamoglu, et à ce moment-là, eh bien, elle est acceptée, ce qui peut être un scénario... Voilà, tout à fait virtuel, soit eh bien, on bricole quelque chose pour que ce soit l'AKP qui passe à Istanbul. Et là, je serais vraiment très curieux de la manière dont ça va se passer. Dans les deux cas, ça va être un truc de fou, parce que si c'est Imamoglu qui gagne, c'est une défaite énorme pour Erdogan. C'est une défaite bien plus grande qu'une municipalité, même d'Istanbul. C'est une défaite, j'ai envie de dire, globale. Symbolique, oui. Symboliquement, au niveau global, il sera en train de perdre progressivement le pouvoir en Turquie. Et puis s'il ne perd pas, il aura trafiqué. Exactement. Et c'est bien pour ça qu'on en parle aujourd'hui, et en particulier avec vous, Mine, qui avait été avec nous depuis Istanbul. Merci beaucoup pour ce regard. On a bien compris où on pouvait vous trouver le 23 juin. Je précise, donc c'est un scrutin dans 6 semaines. D'ici là, c'est le gouverneur d'Istanbul qui assurera l'intérim. Voilà pour être complet. On va terminer, à très bientôt Mine. On va terminer cette émission, comme toujours, avec la semaine de dilemme. Je vous propose de passer en revue ces dessins. On se dirige vers une 6e extinction de masse. Heureusement que Meghan et Harry sont là, constate ce couple devant sa télé. Le petit Archie, 7e dans l'ordre de succession au trône britannique, est né lundi. Bras de fer entre l'Iran et les États-Unis, ils nous tiennent tête, déplore ce commandant du porte-avions militaire américain sur la côte iranienne des ogives des têtes nucléaires. Malgré les critiques, la France poursuit sa livraison d'armes à l'Arabie Saoudite. Le président Emmanuel Macron dit avoir la garantie qu'elles ne sont pas utilisées contre des civils au Yémen.
on aurait eu du temps, on aurait eu du temps, vous auriez pu continuer à faire votre geste. On n'a pas le temps, on y reviendra à l'occasion sur cette question des ventes d'armes. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido dit être soutenu par une partie de l'armée. Haut la balance, s'offusque ce général. La répression s'accélère contre les auteurs de la tentative de soulèvement de la semaine dernière. Enfin, l'ANC remporte les élections générales malgré les scandales de corruption. Les Sud-Africains gardent une bonne image du parti, constate le président Ramaphosa face à une photo de son illustre prédécesseur Nelson Mandela. C'est le mot de la fin. Merci à vous quatre, merci à vous qui nous regardez fidèlement aux quatre coins de la planète. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là sur les réseaux sociaux.